ASMR mouchage. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast où je parcours la France, que dis-je, la planète et peut-être bientôt la galaxie à la recherche des meilleures expériences cinéphiles. Vous l'entendez peut-être, je suis un peu enrhumée, mais c'est pour la bonne cause. Je reviens d'un festival qui s'appelle les Arcs Film Festival et qui se déroulait du 13 au 20 décembre dans la superbe station de ski des Arcs dans les Alpes. Et oui, du coup, j'ai pris un petit coup de froid. Si vous êtes un fidèle auditeur de ce podcast, vous le savez déjà, je vous avais dit il y a quelques mois que j'avais très envie d'assister au Festival des Arcs. Si vous n'êtes pas un fidèle auditeur de ce podcast, bienvenue, c'est le moment de le devenir. Et il se trouve que contrairement à vous, l'équipe du festival écoute régulièrement Anaïs se fait des films. Alors cette année, ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Ça fait quoi d'assister à un festival de cinéma à la neige? Comment on s'habille? Est-ce qu'on peut aller au Projo en ski et est-ce qu'on croise des stars sur les pistes? Combien de tartiflettes peut-on humainement manger en 3 jours et demi? Dans cet épisode, je réponds à toutes ces questions essentielles, ou presque, et vous pourrez entendre certains des acteurs et cinéastes avec qui j'ai pu m'entretenir entre 2 pistes rouges et projections de films, Damien Bonnard et Nadia Tereskevich, qui étaient membres du jury, mais également les réalisatrices Alice Winocourt et Ildiko Enyedi. Allez, je vais me reprendre une petite dose de Stérimar et c'est parti. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense au grand festival de cinéma, je pense d'abord à Cannes, à Venise, à leurs tapis rouges et leurs stars en robe légère. Beaucoup de festivals de ciné riment avec glamour, palmiers, lagunes, casquettes et lunettes de soleil. Mais en fait, il y a aussi tout un tas de festivals qui se déroulent en hiver. Le plus célèbre, c'est sans doute Sundance, qui se passe dans l'Utah en janvier, mais on pourrait aussi mentionner l'Alpe d'Huez ou encore Gérardmer, et peut-être techniquement la Berlinale, parce qu'à Berlin en février, l'ambiance est assez polaire. Dans ces festivals-là, on troque la robe à bretelles pour une doudoune, les talons pour des bottes fourrées, et notre accessoire beauté le plus précieux, c'est une boîte de pastilles pour la gorge et un stick pour lèvres gercées. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. J'ai plusieurs passions dans la vie. Le cinéma, ça je pense que vous le savez. Bavarder aussi, je crois que vous avez remarqué. Mais il y en a une autre dont je parle un peu moins souvent, c'est les sports d'hiver. Et oui, en tant qu'enfant des Pyrénées, j'ai été mise sur des skis à l'âge de 2 ans. Au début, j'aimais pas trop ça, je vous l'avoue, j'ai même fugué de l'ESF quand j'avais 5 ans. Mais en passant une grande partie de mon enfance à la montagne, le ski et surtout le snow sont devenus une de mes plus grandes passions. Alors quand j'ai appris qu'il y avait un festival de cinéma aux Arcs avec des films de qualité, des concerts et des pistes de ski, je ne pouvais pas ne pas y aller. Ça fait 17 ans que ce festival se tient dans la station des Arcs et qu'il met à l'honneur un cinéma européen. Leur programmation est généralement très bonne et c'était encore le cas cette année puisqu'ils ont projeté plein de films que j'ai adorés. Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, d'ailleurs j'avais fait une interview du réalisateur dans un de mes épisodes à Venise. À pied d'œuvre de Valérie Donzelli que j'ai aussi interviewé à Venise. Les Échos du passé, anciennement titré Sound of Falling de Masha Chilinsky, je sais pas si vous vous en souvenez mais c'était un de mes énormes coups de cœur à Cannes. Ou encore Silent Friend de la hongroise Ildiko Enyedi, un autre de mes gros coups de cœur de Venise. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion enfin de lui parler pendant que j'étais aux Arcs et elle était passionnante. J'ai dit ça un peu en rigolant, mais après avoir vu le film, j'ai dit que c'était un peu Pornhub pour les arbres. I'm so happy that you perceive this aspect because that's what we wanted to offer. Vous pourrez entendre la suite de mon interview dans un autre épisode, mais voilà, je tenais quand même à vous partager cet extrait qui m'a fait gagner 3 ans d'espérance de vie. Le film d'ouverture pour cette édition 2025, c'était Couture d'Alice Winocourt. C'est un récit choral sur plusieurs femmes qui travaillent sur un défilé de la Fashion Week à Paris. Il y a une maquilleuse, une mannequin d'origine sud-soudanaise, une couturière et une réalisatrice qui est incarnée par Angelina Jolie et qui découvre, pendant qu'elle est en train de travailler sur ce festival, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. J'avais beaucoup aimé le film lors de sa projection à San Sebastian il y a quelques mois, d'ailleurs je vous en avais parlé dans le podcast. Et aux Arcs, j'ai aussi eu l'opportunité de m'entretenir avec Alice Winocourt, dont je trouve toujours les interventions passionnantes. Et vous pourrez toujours dire que vous êtes la réalisatrice qui a emmené Angelina Jolie à Darty. Rien que pour ça, je pense que c'est un gros flex. Merci d'avoir vraiment dit ça parce que en fait, moi, j'ai énormément plaidé pour regarder cette scène. Mais c'est génial. Je voulais absolument que tout le monde voulait couper. C'est vrai. Je disais, mais en fait, c'est quand même très très cool que la scène romantique du film, c'est qu'ils vont acheter une tondeuse chez Darty. Bah oui. C'est un peu le highlight de leur histoire d'amour. Ah ouais, j'ai adoré. Heureusement que vous l'avez gardé. Franchement, bravo. Encore une fois, vous pourrez retrouver l'intégralité de mon interview avec la réalisatrice lorsque le film sortira en salle.
Alors, ça ressemble à quoi un festival au ski ? Ça a ses avantages. La tartiflette, le ski, la tartiflette, le snow, la tartiflette. Mais aussi quelques inconvénients. En fait, j'ai rapidement découvert que les salles de projection étaient disséminées un peu partout dans la vallée et que certaines n'étaient accessibles qu'à l'aide d'une navette qui doit emprunter des routes de montagne sinueuses pendant une bonne vingtaine de minutes. Et malheureusement, mon amour de la montagne est inversement proportionnel à mon amour pour les routes de montagne. Du coup, j'ai vite repéré la salle que je pouvais rejoindre facilement en quelques minutes, soit en télécabine, soit en snow. Elle s'appelle la salle des festivals et j'ai plus ou moins décidé d'y établir résidence. Le deuxième jour, après avoir profité des pistes, je me suis donc rendue à ma première projection de la journée en snow que j'ai posée à l'entrée de la salle. Et je pense honnêtement qu'il n'y a pas de plaisir plus complet pour moi que d'aller me poser voir un film après avoir passé quelques heures à dévaler les pistes en solo. Si, peut-être, si on distribue des croquettes de tartiflette à l'entrée de la salle, là je pense qu'on est vraiment sur un combo parfait. Après, je précise que j'étais la seule à faire ça. Je suis vraiment la seule à m'être pointée en tenue de snow avec mon casque, mon masque et mes gros gants que j'ai fait sécher sur le siège devant moi. Mais honnêtement, pourquoi se priver d'un tel plaisir ? Je vous parle de ski en solo, bon déjà parce que je connaissais pas grand monde sur place, mais aussi parce que le festival se déroule pendant la première semaine d'ouverture, et donc la station est encore calme et les pistes peu fréquentées. J'ai pu me faire des dernières descentes seule au coucher du soleil. Je sais pas si vous voyez la scène dans Titanic, mais je me sentais un peu comme Léo qui crie « Je suis le maître du monde !» En plus, les Arcs, c'est un petit festival, donc tout le monde se croise et se recroise à longueur de journée. Résultat, j'ai croisé Jérémy Régnier au magasin de location de ski et j'ai pris mon petit-déj avec Oliver Latché, le réalisateur de Sirat. D'ailleurs, je l'ai déjà croisé plusieurs fois à Cannes, à Los Angeles et aux Arcs, donc Oliver, rendez-vous à la Berlinale en février. Ça, c'est l'aspect positif. Le négatif, c'est qu'on peut aussi potentiellement se croûter sur les pistes devant Swan Arlo. Personnellement, c'était ma hantise pendant 3 jours. D'ailleurs, je suis au regret de vous informer que Swan Arlo devait figurer dans cet épisode, mais il a annulé notre interview parce qu'il avait envie de skier. Bon, en vrai, je le comprends, j'aurais fait pareil. J'en profite pour faire passer un message. Swan, la prochaine fois, si vous voulez, on peut faire l'interview directement sur le tire-fesse. Perso, ça ne me pose aucun problème. Je suis une femme très polyvalente. J'y arriverai jamais, là. Mais si, c'est enfantin. Faut se laisser tirer et puis il faut surtout pas s'asseoir dessus, c'est tout. Ah bon, alors faut pas s'asseoir. Et puis, assister à un festival de cinéma à la neige, ça permet une certaine détente au niveau vestimentaire à base de gros pulls et de très grosses chaussettes. Ça m'a d'ailleurs permis de vivre une grande première, faire des interviews en pantalon de ski. Just, incidentally, why are you wearing that? C'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé ma première rencontre avec Damien Bonnard, que j'admire énormément depuis que je l'ai découvert dans l'incroyable Rester vertical d'Alain Guiraudy. Mais bon. Être membre d'un jury dans un festival, c'est une responsabilité très particulière. Et d'ailleurs, je vous avais déjà raconté mon expérience de membre du jury presse à Saint-Jean-de-Luz. Mais dans la plupart des festivals, il y a aussi un jury officiel qui est constitué généralement de stars du cinéma et qui est chargé de juger et récompenser les longs métrages en compétition. Cette année, le Festival des Arcs avait assemblé un jury assez stylé, puisqu'il était présidé par Dominique Moll, qui avait réalisé il y a quelques années La Nuit du 12 et dont l'excellent Dossier 137 est encore en salle. On y trouvait aussi la compositrice Dom Lanena, l'actrice et réalisatrice Monia Chokri, qui a été révélée dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, mais qui réalise aussi ses propres films et qui est extrêmement talentueuse, et qu'on peut trouver à l'affiche de plusieurs films en salle actuellement, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Et puis donc, il y avait Damien Bonnard, qui était dans Rester vertical, mais que vous avez aussi croisé dans des films de Yorgos Lanthimos ou de Wes Anderson, qui a un parcours extrêmement riche, et Nadia Tereskevich, que j'ai adoré récemment dans 2 pianos de Desplechin, je vous en avais parlé au moment du festival de San Sebastian, et qui avait été aussi très remarqué pour Seules les bêtes de Dominique Moll ou Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2023. Alors je sais comment ça se passe de mon côté quand je fais jury, mais j'étais très curieuse de savoir comment ça se passe de leur côté, alors je leur ai posé la question. C'est la première fois que vous êtes membre d'un jury ? Non, j'ai déjà fait quelques jurys à Angers, à Rome. Mais là, je suis très heureuse parce que déjà, je retrouve des gens que j'aime profondément. J'ai commencé le cinéma avec Dominique Moll. J'ai fait un film avec Monia Chokri, avec Damien Bonnard. C'est des gens avec qui je partage beaucoup au quotidien aussi. Et de venir à la montagne, j'aime tellement la neige. J'ai grandi dans la neige, donc ça me fait quelque chose. Et puis, c'est un festival de cinéma européen. Et je trouve qu'à chaque fois, la programmation, elle est pointue, elle est très cinéphile et très éclectique. Et c'est très intéressant de découvrir des cinéastes européens. Moi, je me sens européenne et donc ça avait beaucoup de sens pour moi de faire ce jury. C'est pas systématique, mais j'ai quand même dû faire ça peut-être 5-6 fois. C'est quoi qui vous intéresse dans cette Je sais pas, à chaque fois je me dis qu'il faudrait pas faire ça. Mais... Pourquoi ? Non, parce que c'est hyper compliqué de juger un film, et surtout d'en éliminer, d'en choisir qu'un, enfin c'est l'enfer. Et en fait, le principe des prix, quoi,
Après, c'est hyper intéressant de découvrir les films, d'en discuter, d'en débattre. Et des fois, c'est pas évident. Des fois, ça peut durer des heures et des heures et des heures. Donc, je sais pas, à chaque fois, je me dis peut-être qu'il faudrait pas faire ça. Et puis, finalement, je le fais. Puis, là, c'était aussi l'occasion. Il y avait toute la thématique sur la démocratie. Il y avait le fait de retrouver Dominique Moll et Nadia, avec qui on avait fait Seules les bêtes il y a longtemps maintenant. Est-ce que vous avez fixé une sorte de stratégie pour déterminer votre palmarès ou des règles qui sont communes un peu à tout le monde? Parce que j'imagine que personne regarde le film exactement de la même manière, va s'attarder sur les mêmes critères pour apprécier un film. Oui, mais non, parce que en fait, je pense qu'on va débattre après chaque film. On s'est dit qu'on allait quand même dire ce qu'on en pensait. Mais je pense pas qu'on ait vraiment une grille de lecture. Je pense que c'est davantage au fur et à mesure qu'on en parle, qu'on voit qui a aimé quoi. Puis après, je crois qu'au bout de 3 films, on fait déjà un petit recap, un petit débrief. Mais bon, c'est tellement compliqué, c'est tellement subjectif des films, c'est compliqué de dire. Je pense que c'est plus par rapport à. On peut mettre des échelles de ce qu'on a préféré ou pas, mais je trouve que prendre un film et dire l'image est bien, mais les acteurs, je trouve ça compliqué parce que souvent on écoute quand même d'abord ce qu'on ressent, quoi. Ce qui est délicat, c'est de savoir par quel prisme on voit un film et qu'on en parle. Est-ce qu'on l'estime par rapport à des problématiques actuelles ou pas, ou des problématiques plus. Enfin, est-ce que c'est par rapport au message qui passe dans ce film? Est-ce que c'est par rapport à la technique de cinéma? Enfin, en fait, c'est là où ça devient complexe. Est-ce qu'il faut... Mais c'est toute la problématique de faire des films. Est-ce qu'un film doit répondre à des questions du moment, ou est-ce que ça doit être un objet peut-être plus intemporel? Enfin, c'est là où ça devient complexe. Donc, je sais pas, on va voir. Vous avez la réponse ou pas encore? Pas du tout. J'ai participé à plusieurs jurys et à chaque fois, on se dit qu'on va essayer de pas trop spoiler pour la délibération finale et qu'on va garder un peu pour ça. Et en fait, on n'arrive pas. Enfin, on a envie de parler de cinéma, donc en fait, en plus, on a tous les repas ensemble, donc forcément, on se met tout de suite à s'exciter. C'est sûr qu'on va parler de ça. C'est sûr qu'on va parler de ça. Ouais. Est-ce que justement, comme vous avez fait plusieurs jurys, vous êtes plutôt du genre à batailler pour votre chouchou jusqu'au bout? Ah oui. Ouais. Moi, si j'ai un film que j'ai envie de récompenser, je lâche pas. J'ai même réussi à avoir une mention spéciale pour une comédienne parce que j'étais trop engagée pour le film et il a pas eu de prix, mais la comédienne a une mention spéciale. Donc vous gagnez quoi dans les délibérations? Là, dans les 2 jurys, j'y arrive. Ouais. Ok, on note du coup pour le palmarès. Moi, je suis assez critique, hein. Mais même avec mon propre travail, c'est un métier d'exigence, le cinéma. Donc après, on est indulgent dans le fait que parfois. Moi, je salue les tentatives. C'est-à-dire, des fois, on essaye quelque chose, on prend un risque et ça marche pas, mais on valorise le risque pris. Parce que, de toute façon, c'est un pari, un film. Donc, parfois, on tente quelque chose, on se dit, est-ce que ça va marcher? Ça marche pas, mais en même temps, on a tenté. Puis, on a tous nos goûts personnels aussi. C'est-à-dire que moi, je suis plus réceptive à certains genres cinématographiques. Donc, je sais que tout de suite, je vais être plus indulgente avec certains types de films ou certains cinéastes parce que je les adore déjà. Ouais. Et c'est difficile de se départir de ça, en fait, quand on juge un groupe entier de films, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'ai remarqué hier soir que ça a terminé assez tard, ce festival. Il y a eu la soirée. Ensuite, il y a eu une sorte d'after au bar, au show. Voilà, exactement. C'est toujours un peu l'expérience de festival, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez un secret pour arriver quand même à être fonctionnel en tant que membre du jury le lendemain et pas s'endormir devant les films? Parce que parfois, ça peut être compliqué, quoi. En vrai, non. Moi, les premiers festivals, je crois que j'avais tendance à me coucher très tard. J'ai un peu, là-dessus, j'ai changé, hein, j'ai vieilli. Donc non, je sais pas, maintenant, j'essaie de rentrer tôt. Enfin, pas trop tard, pas trop tôt, je sais pas comment dire, mais sinon, de toute façon, on est inefficace. Et effectivement, de plus quand on est jury, mais non, moi, ce matin, j'étais sur le pont à 9h. Bravo. À peu près frais, mais non, mais évidemment, parce que c'est pas possible. Enfin, si jamais on se faisait griller en train de dormir, c'est horrible. Ouais. Surtout quand on est jury. Donc, non, du coup, j'essaie à la fois de partager le moment, voilà, parce qu'hier soir, il y avait un concert qui était super. Après, il y avait ce pot. Puis, mais il y a un moment, non, faut se prendre en main. Hein. Ouais, effectivement. Je sais pas si on a retrouvé des gens allongés dans la neige ou pas ce matin, mais j'en faisais pas partie. Ouais, c'était le premier soir. On a encore le temps de voir arriver. Je pense que c'est la première fois que je fais une interview en tenue de snow. Ça change quoi de faire un festival à la neige? Personnellement, comme je fais pas de ski, ni de snow, ni de raquettes, ni de luge, moi ça change rien. Je vois juste des gens étranges avec du matériel qui sont plus nombreux que les piétons. C'est vrai. Mais je ne participe pas du tout à toutes les activités liées à la neige. Ok.
Et amateur de raclette, tartiflette, voilà. Ça, c'est bien. Moi, je suis du côté raclette. Ok. Non, mais en vrai, j'ai pas grandi là-dedans. C'est une éducation particulière aussi de partir enfant pour le ski, tout ça. J'ai pas eu ce truc-là. J'ai peut-être plus fait de la randonnée, moi, quand j'étais petit, mais c'est des choses que je connais pas. Après, c'est toujours bizarre d'observer qu'on construit des trucs aussi hauts, d'être venu construire des trucs jusqu'ici pour glisser sur de la neige. Mais ouais, j'ai pas, les humains sont partout. Puis une fois qu'on glisse, on se dit que c'est quand même assez chouette. Enfin, je veux pas faire du lobby, non, mais après, il y a quand même beaucoup d'accidents, non? Ouais, c'est assez dangereux, ouais. Faut porter un casque. Ouais, ça fait travailler un peu tous les kinés, en fait, après. Exactement. Et donc, vous avez le temps de skier, là, pendant cette expérience, ou pas du tout? Je vais pas skier parce que je tourne en janvier, mais je vais faire des raquettes. J'ai le temps, 2 matins, je vais faire des raquettes. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui chante Étoile des Neiges sur le télésiège ou pas du tout? Franchement, on pourrait le faire, parce que je pense que Michel Blanc a lancé une mode. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Bon, sinon, moi, il faut savoir qu'un de mes genres cinématographiques préférés, c'est les films dans la neige. Plus spécifiquement, les films sur des hommes perdus dans la neige, un peu au même titre que les films sur des hommes perdus dans la jungle ou des films sur des hommes perdus dans le désert. Parmi mes préférés, il y a évidemment The Thing de John Carpenter, Arctic de Joe Penna avec Mads Mikkelsen tout seul dans la neige, incroyable, ou encore Everest de Balthazar Kormákur que j'ai vu une petite 50aine de fois, parce que j'adore voir les gens mourir dans la neige. Alors si vous êtes comme moi, pour pimper vos soirées hivernales, j'ai demandé à Nadia et Damien leurs recommandations de très bons films dans la neige. Shining, avec quand même la scène dans le labyrinthe. Après, je dirais Little Odessa de James Gray. Ah ouais, très bon choix. En plus, il devait pas le tourner sous la neige, ça a été un hasard total et ça a rajouté un truc au film qui est dingue. Toutes ces traces de pas, le sang dans la neige, enfin, ça a juste amené une dimension, je pense, qui a fait de ce film un très grand film. C'est les deux qui me viennent comme ça. Je vais pas être originale, mais j'adore Les Bons et Fonds du ski, quoi. C'est mon film mythique. Je veux dire, je l'ai vu 150 fois. Je trouve que c'est pas très original. Après, j'adore aussi, c'est quoi le nom en français? Le film de Ruben Östlund. Ah oui, Snow Therapy, voilà, ça, ou Force Majeure. Force Majeure. Ouais. Snow Therapy, ouais. J'adore ce film. Et dans la neige, il y a aussi, des courts-métrages de Juho Kuosmanen, qui sont regroupés dans les contes de Kokkola, que je trouve magnifiques. Ouais. C'est en noir et blanc et tout, ça se passe en Finlande dans la neige. Neige ou pas, quand on découvre un festival dont on n'a jamais fait l'expérience, il y a toujours plein de ratés. Par exemple, aux Arcs, le premier jour, c'était un peu compliqué. J'ai perdu ma gourde, oui, celle qui avait failli commettre un homicide involontaire à Cannes, elle me manque déjà. Et surtout, j'ai mal calculé les horaires des remontées mécaniques et j'ai raté la masterclass d'Oliver Latché parce que j'étais sur les pistes à l'autre bout de la station. Heureusement, j'ai vite pris le pli et dès le deuxième jour, tout allait mieux puisque dans la même journée, j'ai vu 2 films, dévalé un paquet de pistes rouges, réalisé une interview, fait un petit tour au sauna de la résidence, mangé une tartiflette, puis fini la journée face à un super concert de Yoa. Oui, parce que je crois que mon aspect préféré de ce festival, en fait, à part la neige et le fromage fondu, c'est son programme musical. Pendant ces 3 premiers jours, le Festival des Arcs organise ce qu'il appelle le Music Village, qui est dédié à des rencontres entre l'industrie de la musique et celle du cinéma. C'est là que viennent plein de compositeurs, d'artistes, producteurs, cinéastes et superviseurs musicaux, comme Joseph Petitpain, que vous aviez entendu dans notre épisode sur Sirat, qui viennent pour potentiellement dénicher de futures collaborations. Et tous les soirs, dans le cadre de ce Music Village, il y a des concerts. J'ai pu voir Léonie Pernet, la DJ Chloé ou encore Yoa. 3 concerts géniaux dans des cadres intimistes et chaleureux. Bref, c'était un énorme kiff. Pendant ces quelques jours, le festival organise aussi des masterclass et j'ai notamment assisté à une rencontre passionnante avec le compositeur Arnaud Toulon sur son travail pour la musique d'Arco, le film d'animation d'Hugo Bienvenu. Un film et une musique qui sont d'ailleurs nommés aux Golden Globes car tout est connecté. Alors ok, je repars avec un sacré rhume, mais aussi de très bonnes courbatures et le souvenir d'un séjour assez unique. Et honnêtement, j'ai juste une seule requête pour l'année prochaine, si c'est possible, vendre des petites portions de tartiflette à l'entrée des salles de Projo. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi?
Je ne peux pas terminer cet épisode sans vous parler de mes coups de cœur cinématographiques du moment, surtout qu'en ce moment en salle, il y a énormément de pépites. Je vais essayer d'aller vite, mais la première, c'est L'amour qu'il nous reste de Linur Pálmason, qui était d'ailleurs programmé aux Arc Film Festival. Linur Pálmason, c'est un cinéaste islandais qui a réalisé un chef-d'œuvre qui s'appelle Godland. C'était un film vraiment épique sur la colonisation de l'Islande par le Danemark, encore un film d'homme perdu dans la neige. Et là, il revient avec un film beaucoup plus intime, beaucoup plus petit dans son récit, mais tout aussi puissant. L'amour qu'il nous reste, c'est l'histoire d'un couple qui divorce et de la manière dont ce divorce va impacter toute la famille, donc leurs enfants, leurs chiens. C'est une chronique familiale très très belle avec des irruptions un peu absurdes et surréalistes. On retrouve vraiment des motifs qu'on a déjà vus dans la filmographie de Pálmason précédemment. C'est un film vraiment singulier et qui a l'avantage de parler d'une séparation avec beaucoup de douceur et beaucoup de respect, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Donc je vous le recommande vivement. Un autre film qui est sorti il y a quelque temps déjà, mais qui est toujours en salle et dont je voulais vraiment vous parler, c'est Des preuves d'amour d'Alice Douar, avec Monia Chokri, dont je vous parlais précédemment, qui était dans le jury des Arcs. Il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, c'est toi? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour. C'est un film qui parle d'un couple de lesbiennes en France qui se prépare à avoir un enfant. Et ça se passe en 2014, juste après l'adoption de la loi du mariage pour tous. Et donc, une des deux héroïnes, celle qui ne porte pas l'enfant, incarnée par Ella Rumpf, va être confrontée à tout un tas de démarches pour pouvoir adopter son propre enfant. Ça parle donc très spécifiquement de ce qu'ont vécu les couples de lesbiennes qui voulaient devenir mères à ce moment précis de l'histoire de France. Mais c'est aussi plus universellement sur l'expérience de la parentalité, ou en tout cas comment on s'y prépare, toutes les peurs qu'on peut avoir avant de devenir parent, les peurs de reproduire les schémas qu'on a eus avec nos propres parents, les peurs que ça impacte notre couple, les peurs de pas être à la hauteur. C'est un film très drôle, très émouvant et qui permet aussi de voir une histoire de lesbienne qui est assez lumineuse. C'est assez rare en fait de voir des histoires au cinéma sur des lesbiennes qui ne sont pas focalisées sur le trauma, la violence ou l'histoire du coming out. Et donc rien que pour ça, ce film a énormément de mérite. Et ça me fait une transition un peu maladroite vers un autre film qui est pour moi un des meilleurs films de l'année et qui pour le coup raconte une histoire un peu plus compliquée sur une femme lesbienne. Ce film, c'est Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambé. Paul a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. Une fête des mères sans lui, de Noël, un anniversaire à lui et tous les autres jours. À un moment donné, c'est trop tard. Les enfants, ils grandissent et le temps, ça se rattrape pas. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant que j'étais à Cannes, j'avais vu le film et j'avais interviewé la réalisatrice ainsi que son actrice principale, Vicky Krieps. C'est un film adapté du roman du même nom de Constance Debré et ça parle d'une femme, Clémence, qui est séparée du père de son enfant, avec qui elle s'entend très bien, jusqu'au jour où elle lui apprend qu'elle fréquente des femmes. Et son ancien conjoint, qui jusque-là avait l'air d'être quelqu'un d'absolument sympathique, et qui est joué par Antoine Reinhardt, qui est vraiment abonné au rôle de mec absolument infect, a une réaction extrêmement homophobe et décide de tout faire pour que Clémence ne puisse plus voir son fils. Et elle va se battre pendant des mois et des années pour pouvoir rester en contact avec son fils, alors qu'elle se fait injustement retirer la garde. C'est un film extrêmement puissant, moi qui m'a bouleversée, j'ai vraiment fini en larmes. La musique du film, puisque c'était aussi une des thématiques de cet épisode, est vraiment sublime. Vicky Krieps, qui est une actrice immense, qui avait été révélée dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, est encore une fois bouleversante, alors qu'elle joue un personnage qui est très contenu, qui est sur le point d'exploser en permanence, mais qui garde beaucoup cette colère pour elle. Malgré la noirceur du récit, c'est aussi quand même un film qui montre à quel point l'émancipation de cette femme lesbienne a pu lui faire du bien, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu cette conversation avec le père de son enfant pour le narguer ou de manière anodine, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui la rend extrêmement heureuse, et d'ailleurs c'est pas anodin non plus que la première scène du film soit une scène de sexe entre elle et une autre femme. C'est vraiment un très grand film, je vous encourage à aller le voir en salle, et une fois que vous l'aurez vu, à écouter mon interview avec Anna Cazenave-Cambé et Vicky Krieps dans mon épisode réalisé à Cannes.
Mon dernier énorme coup de cœur du moment, c'est aussi un film que j'ai découvert à Cannes, et c'est Résurrection de Bigan. Alors là, il faut me faire confiance. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2018, je suis au Festival de Cannes et je m'apprête à aller manger, ce qui est très rare dans ce festival. Je croise un ami et il me dit « Tu fais quoi là ? Tu devrais aller voir le nouveau film de Bigan ». Je lui dis « C'est qui Bigan ?» Il me dit « Tu vas voir, c'est un film chinois en 3D et apparemment c'est fou ». À l'époque, il n'y avait pas de réservation en ligne, donc on pouvait juste se pointer, faire un peu la queue et rentrer dans la salle pour une projection. Or là, c'était pas une projection complète du tout. Donc, à la dernière minute, je me faufile et je rentre pour voir Un grand voyage vers la nuit de ce fameux Bigan, jeune réalisateur chinois. J'ai vécu une des expériences les plus incroyables de ma vie de cinéphile. Il y a effectivement un très long plan séquence en 3D. Le film n'est pas intégralement en 3D, mais il y a une scène dans le film où en gros le personnage principal enfile des lunettes 3D dans un cinéma et c'est le signal pour le spectateur, pour nous, qu'il faut aussi mettre nos lunettes. Bon, ça peut paraître un peu gadget comme ça, mais moi, j'ai été complètement subjuguée par ce film. C'était une expérience honnêtement assez indescriptible. Je crois même que j'ai dormi devant, mais que je me suis réveillée et que j'étais sur une tyrolienne en 3D. Et je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'ai trouvé ça sublime. C'est un réalisateur qui a un sens visuel époustouflant. Et donc, Résurrection, c'était son nouveau film présenté à Cannes cette année. Et encore une fois, j'ai été complètement scotchée. Je vais pas vous dire de quoi ça parle parce qu'honnêtement, je m'en souviens même plus. Et parce que je dirais que les intrigues de ces films sont assez difficiles à résumer. C'est vraiment plus une expérience visuelle et sensorielle qui peut vous mettre dans un état de transe, peut-être même un état de fatigue ou de sieste, mais qui est très agréable. Cette année, la projection de Résurrection était assez tard à Cannes et je crois qu'il y a une longue séquence d'un personnage qui fait la sieste. Donc clairement, on était dans une expérience très méta, mais je suis sortie comme une folle. J'ai un petit peu moins aimé que Un grand voyage vers la nuit, mais ce qui est fou, c'est que j'ai vu à Cannes des gens qui me disaient « Waouh, c'est la première fois que je découvre ce cinéaste et je suis complètement fan ». Et en fait, je crois que c'est une expérience qui se produit pour tous les gens qui découvrent un film de Bigan, peu importe lequel. Pour certains, ça a été son premier film, Kylie Blues. Pour d'autres, comme moi, ça a été Un grand voyage vers la nuit. Et peut-être que pour vous, ce sera Résurrection. Dans tous les cas, je vous incite vraiment à aller voir ce film. Ça peut vous paraître un peu particulier, peut-être même un petit peu excluant, parce que c'est clairement pas un film mainstream, hein. Mais c'est pour moi une grande œuvre visuelle vraiment unique. Allez voir Résurrection de Bigan en salle. Pour finir, je vais aller un petit peu plus vite sur d'autres films qui méritent vraiment le détour, si vous avez le temps. En salle, en ce moment, il y a L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho. On en a parlé récemment parce qu'il est nommé à plusieurs Golden Globes et il a de bonnes chances d'aller jusqu'aux Oscars. C'est un film brésilien. Et c'est un film, encore une fois, époustouflant visuellement, ne serait-ce que pour la photographie très colorée, ou pour la performance de Wagner Moura, que vous aviez peut-être repéré dans Narcos et qui a été récompensé pour son rôle dans L'Agent secret. Ça vaut vraiment le détour. Le seul truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas se fier au titre. Moi, je m'attendais vraiment à un film d'espionnage, et en fait, c'est pas vraiment ça. Ça parle d'un homme qui est plus ou moins en cavale parce qu'il est en conflit avec son gouvernement. Et ça parle donc principalement de la solitude de cet homme qui a dû laisser un petit peu sa vie de côté pour se mettre à l'abri d'un gouvernement qui souhaiterait le persécuter. C'est vraiment captivant. Un autre film qui peut vous intéresser, c'est Girls for Tomorrow de Nora Philippe. C'est un documentaire. Et Nora Philippe est une réalisatrice qui a suivi en fait un groupe de jeunes femmes américaines juste avant la première élection de Trump. Et en fait, elle les a suivies sur plusieurs années. Donc on voit vraiment ces jeunes femmes et leur rapport au militantisme, à l'éducation, à l'intime, qui se développe au fil des années et au fil d'années assez charnières pour elles, puisqu'il y a l'élection de Trump, il y a le Covid. Et donc on voit vraiment la construction intime et politique de ces jeunes femmes qui représentent aussi notre futur, notre avenir. Et j'ai trouvé ça assez inspirant parce que déjà elles ont l'air toutes brillantes. Elles se questionnent beaucoup sur leurs origines et aussi sur leur futur. Et donc malgré le contexte très sombre dans lequel elles ont été éduquées, personnellement, elles m'ont donné espoir sur l'avenir de l'humanité. Donc si vous cherchez une petite touche d'espoir pour l'avenir, je vous conseille Girls for Tomorrow de Nora Philippe. Et enfin, il y a aussi un petit film dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sorti récemment, qui s'appelle Avatar 3 de James Cameron. Et tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est mieux que Avatar 2, qui était lui-même mieux que Avatar 1. Et je ne prendrai aucun commentaire à ce sujet. Et malheureusement pour Ryan Gosling, ils n'ont toujours pas changé la police du titre. Do you remember the Avatar logo? Yeah, it was tribal yet futuristic. Papyrus!
Sure. I know what you did! C'était Anaïs se fait des films. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à commenter, mettre des étoiles, tout ça. Si vous n'avez pas aimé ce podcast, je m'en fiche, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Merci à l'équipe des Arcs Film Festival pour l'invitation, j'ai vraiment passé un super moment. Merci à tous les acteurs et cinéastes qui ont accepté de me parler pour ce podcast. On se retrouve très vite pour un épisode spécial puisque vous pourrez entendre l'épisode live que j'ai réalisé avec Xavier Lacaille sur une histoire vraie de David Lynch. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.